En ce qui concerne les monologues, un réalisateur de cinéma doit faire des choix. Il a en fait deux alternatives. Soit il choisit de filmer le monologue avec l'acteur qui regarde directement la caméra, qui interpelle le spectateur, soit il essaye de trouver une sorte de crédibilité cinématographique à cette convention purement théâtrale, et il choisit de tourner le monologue en voix off, par exemple. C'est ce que choisit de faire Laurence Olivier dans le cas de Hamlet. Il avait fait d'autres choix pour d'autres adaptations. Dans son adaptation de Richard III qu'il tourne en 1955, Laurence Olivier choisit d'adresser les monologues directement à la caméra, de s'adresser au spectateur. Mais c'est une démarche extrêmement rare au cinéma classique hollywoodien en tout cas. Et on remarque que c'est souvent les méchants, les personnages de méchants, qui ont le droit de passer outre la norme cinématographique, de rendre le spectateur conscient du dispositif cinématographique en fin de compte. Hamlet n'est pas un méchant, n'est pas considéré comme un méchant par Laurence Olivier, et donc il se doit au contraire d'en proposer une interprétation très contemplative, très méditative, et donc il se concentre sur des monologues dits en voix off, quelquefois avec des éléments parlés à voix haute, pour instaurer une sorte de dialogue d'Hamlet avec lui-même. C'est un dialogue intérieur. C'est un choix que n'a pas fait, par exemple, Kenneth Branagh dans son adaptation de 1996, où il choisit de dire les monologues à voix haute, tous les monologues à voix haute, comme des trajets vocaux. Alors qu'Olivier choisit, lui, de retenir la parole, de mettre l'accent sur la pensée et la méditation. Oh, that this too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. Oh God, God. Pour attirer un plus large public, Olivier va également faire le choix de moderniser certaines expressions. Alors, je vais donner un exemple, parce qu'il y en a beaucoup comme ça dans la pièce. Je vais me concentrer juste sur un exemple. À un moment donné de la pièce, Hamlet veut aller voir son père, qu'il appelle, le fantôme de son père. Et il est retenu par ses amis, notamment Horatio, qui lui dit « Non, non, tu risques de devenir fou, il ne faut pas ». Et là, il leur dit « Lâchez-moi, sinon je transforme en fantôme celui qui va m'empêcher d'y aller. I'll make a ghost of him that lets me ». Et en anglais élisabétain, to let voulait dire to prevent, c'est-à-dire empêcher. Or, en anglais moderne, to let, maintenant, veut dire laisser. Donc ça ne veut plus rien dire. Je transforme en fantôme celui qui me laisserait y aller, on ne comprend plus rien. Donc Olivier a remplacé le mot let par le mot to hinder, qui veut dire en anglais moderne empêcher de. Voilà. Petit exemple de modernisation qu'il va répéter comme ça à chaque fois qu'il y aura des ambiguïtés dans le langage élisabétain. Je vous avais dit que le personnage de Fortinbras avait été supprimé, et donc ces répliques qui viennent normalement clore la pièce ont été données au personnage d'Horatio, le meilleur ami d'Hamlet. Donc on assiste comme ça à des réarrangements de dialogues, de répliques, dus au fait qu'il y a eu suppression de personnages. Alors ça a été très critiqué, le fait que les personnages de Fortinbras et de Rosencrantz and Guildenstern aient disparu comme cela. On a dit que ça supprimait des pans entiers de la pièce. Certains ont dit que c'était dû au fait qu'Olivier voulait faire un film d'une durée raisonnable. Mais il faut savoir aussi que c'est un film long, 2h35, c'est une durée assez longue pour une adaptation d'Hamlet, quand on sait que le film de Franco Zeffirelli, par exemple, fait 2h20, alors qu'il, lui, est parvenu à conserver les personnages de Rosencrantz and Guildenstern, même s'il supprime Fortinbras. Mais d'autres adaptations ont gardé tous les personnages
avec une durée moindre. Donc on peut se demander si vraiment il était nécessaire de faire ces coupes. Donc il faut plutôt le voir comme une décision artistique du réalisateur pour vraiment mettre l'accent sur le prince danois. Déjà, ce qui est marquant dans ce film, c'est effectivement le décor. Et c'est un décor qui est rendu apparent, finalement. On a vraiment l'impression que les personnages évoluent dans un décor. Or, vous savez que dans la théorie cinématographique, souvent on nie l'existence d'un décor, puisque le décor est censé être sur le même plan de réalité que les personnages au cinéma. Alors, ce n'est pas le cas au théâtre. Mais dans le film d'Hamlet, d'Olivier, on a vraiment l'impression que les personnages évoluent dans un décor qui les dépasse, qui est plus grand qu'eux, qui les rend tout petits dans le cosmos, hein, qui les minimise d'une certaine façon, qui sont dépassés par les événements, par le cours du temps et de l'histoire, et je crois que c'était quelque chose de voulu par Olivier, mais aussi on a cette impression que Olivier voulait rendre de manière métaphorique l'intérieur d'Hamlet, son intériorité, ses tourments, hein, tous ces méandres, ces impressions où la caméra essaye de se faufiler dans les couloirs, nous montre ces labyrinthes qu'est le château. On a vraiment l'impression en fait qu'on rentre dans l'esprit torturé du personnage, hein, dans ses hésitations, dans cette incapacité à agir, à continuer à se promener et à ne pas véritablement concrétiser les choses. On a aussi beaucoup de plans sur les remous de la mer, hein, et une certaine verticalité. Hein. Le film nous montre des remparts, des falaises. On a une verticalité, mais aussi une horizontalité dans ces décors infinis, dans cet espace à la fois théâtral et cinématographique. Hein. Laurence Olivier construit une atmosphère de claustrophobie, où tout est enfermé, où le personnage est enfermé, où tout est sombre, une atmosphère médiévale, avec des recoins, des endroits assez inconnus, qui restent inconnus, et avec aussi des profondeurs de champ très importantes. Il faut savoir que Laurence Olivier a été fortement influencée par la cinématographie présente dans les films d'Orson Welles, et notamment Citizen Kane, avec ces grandes profondeurs de champ qui permettent à la fois de voir ce qui se passe au premier plan et également dans le lointain du plan. Et cela permet à la fois de garder une mise en scène très théâtrale, avec des personnages qui évoluent devant et derrière, mais également avec une impression de plan magnifiquement construit sur le plan cinématographique et sur le plan du cadrage, qui est un peu la signature de Laurence Olivier, avec ces portes où Ophélie apparaît par exemple, qui permet ainsi d'avoir une énorme profondeur et qui reflète la distance qui s'instaure entre Laurence Olivier Hamlet et le personnage d'Ophélie, qui est de plus en plus éloigné de lui. C'est également un décor qui est souvent perdu dans la brume, dans le mystère de la brume. Et la brume permet d'instaurer une ambiguïté esthétique, que voyons-nous, et une ambiguïté dramatique. Qui est là, hein? La première réplique de Hamlet, c'est « Who's there ?» Qui est là, et qui introduit tout de suite une ambiguïté sur le plan de l'identité. Pour Laurence Olivier, Hamlet ne doit pas être une peinture à l'huile, comme pour lui l'a été Henri V ou Richard III, mais une gravure. Une gravure se doit d'être donc en noir et blanc. Et donc très influencé par le cinéma expressionniste, le cinéma allemand, le cinéma fantastique et la cinématographie d'Orson Welles, il choisit le noir et blanc, hein, pour ce film. C'est une décision artistique qu'il assume. Il aurait très bien pu tourner en Technicolor. Hein, à l'époque, déjà en 1944, il avait filmé Henri V, sa première adaptation shakespearienne en couleur. Mais là, il choisit de filmer Hamlet en noir et blanc, justement pour intensifier cette impression de claustrophobie.
Certains critiques de cinéma, ensuite, ont remis en cause cette décision purement artistique du noir et blanc, en disant que Laurence Olivier était en procès avec Technicolor et que de toute façon, il n'aurait pas pu tourner en Technicolor. Donc voilà, le débat est ouvert. Est-ce que c'est une décision artistique ou pragmatique? Peut-être le saurons-nous un jour ou pas. Les déplacements de la caméra